Salut Aurélie, Salut Anaëlle, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui on voulait parler confiance en soi et estime de soi, et Carrément. notamment la différence entre les deux, si on a une. Tu veux commencer? Ben ouais, allez si tu veux. Déjà, moi j'aime bien définir l'estime de soi comme étant une estimation, donc c'est quelque chose d'approximatif, subjectif parce que c'est nous qui le faisons pour nous-mêmes. Et forcément c'est quelque chose qui bouge parce qu'à un instant T, t'as pas la même. Et c'est un différentiel, l'estime de soi, c'est la différence entre qui tu penses que tu es maintenant et qui tu aimerais être. Et du coup, une estime de soi béton de badass, c'est quand tu estimes que qui tu es maintenant, c'est exactement la personne que tu aimerais être. Tu vois, ça fait une superposition des deux images. Mm. En vrai, il y a quasiment personne qui a une estime de soi comme ça. Et du coup, plus ces deux perceptions, elles sont éloignées entre qui je pense que je suis et qui j'aimerais être, donc mon idéalisation de mon moi parfait et tout ça, et ben plus ils sont éloignés, tu vois, genre je sors de l'écran, là, tu as une estime de soi complètement pourrie. Voilà. Et j'aime bien la présenter comme ça parce qu'en fait, tu as du levier sur comment tu t'observes et tu as aussi carrément du levier sur qui tu as envie d'être. En tout cas, tu peux réfléchir à ta représentation de l'idéal. Donc tout ça, en fait, c'est une vision subjective et on s'auto-attribue de la valeur à cet endroit-là, ce qui n'empêche pas que forcément notre histoire de vie, ce que les autres disent, les jugements extérieurs, le regard des autres, vient bouger en fait. Ou en tout cas, on peut être plus ou moins perméable à laisser les autres impacter comment je me perçois ou comment je devrais être pour être quelqu'un de bien, pour être aimable, pour être quelqu'un d'accepté dans la société, dans le groupe, etc. etc. Tu vois. Ok. Donc l'estime de soi, en fait, c'est un peu pour toi, c'est la différence entre comment je me vois et comment je suis réellement, en quelque sorte. Non, Non? J'ai non. pas compris. Non, c'est comment je me perçois et comment j'aimerais être. Ah oui, Toi, pardon. ton image idéalisée, en fait. Hmm. Moi, Comment je je me sais. perçois? Ok, oui, oui, oui. Oui, Ouais, c'est vraiment entre toi et toi. Ok. ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui se joue entre toi et toi. Du coup, tu as du levier. Alors, Hmm. certes, les autres, ils peuvent t'influencer, Hmm. mais toi, tu as beaucoup plus de levier, en fait, que ce que tu crois, en fait, sur l'estime de soi. Et pour moi, Hmm. c'était un gros sujet. Et j'ai eu, quand j'étais ado et jeune adulte, un demi-million de psys qui m'ont fait le constat de vous avez des troubles de l'estime de vous, tu vois. Et on me disait, et je leur disais, ok, j'avais bien compris, gars, maintenant je fais quoi, tu vois. Hmm. Et ce maintenant je fais quoi, en fait, pour moi, est super important. C'est ben, en fait, tu peux regarder comment tu t'observes, tu vois. Est-ce que tu es objectif dans ta façon de te percevoir, tu vois? Est-ce que tu as tendance à être trop sévère et à te juger sévèrement? C'est souvent le cas quand tu as une estime de soi pourrie. Les gens qui ont une estime de soi indémontable, ils ont tendance à se surestimer, tu vois? Et ils font: «Non, c'est bon, c'est moins grave que ce que tu dis» et cetera. Et puis après, il y a l'image absolue, en fait. Si tu as une idée précise de qui tu dois être pour être quelqu'un de bien, quelqu'un d'heureux, pour être épanoui, pour avoir une place dans la société, bah, du coup, si tu dois coller à cette image, ça devient compliqué, tu vois? Et ça, c'est l'estime. Et pour moi, la confiance en soi, ça a à voir avec ce que tu connais, en fait, de tes capacités. Hmm. Et pour moi, la confiance, elle a à voir avec le faire et l'estime, elle a à voir avec l'être. Et Hmm. du coup, tu peux avoir une estime de toi pourrie, mais avoir suffisamment confiance en toi pour savoir que tu peux aller en vélo du point A au point B parce qu'en fait, tu l'as déjà fait et tu as confiance dans ta capacité à le faire, tu vois. Hmm. 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 Et du coup, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et Hmm. ça se travaille, tu travailles ta confiance sur des compétences et des apprentissages. Tu vois? Par exemple, si, j'ai envie de faire l'Everest, aujourd'hui, j'ai pas les compétences et les capacités, mais je peux m'entraîner pour le faire et ça peut être un jour réalisable. Hmm. Donc la confiance, ça se travaille en fait dans l'action
Et l'estime de soi, ben, ça se travaille dans la relation que tu as avec toi-même, en fait. Mmh. Et fondamentalement, ça devrait être un basique, tu sais, comme dans ta garde-robe, quoi. Tu vois, ça devrait être un basique de l'introspection et du développement personnel. Et au final, bah, il y a beaucoup de théories, de philosophie, mais il y a très peu de choses pratiques, je trouve, sur ce Mmh. sujet-là, quoi. Carrément. Bah, moi, ce qui me vient en t'écoutant, tu vois, c'est que j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Ah, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas confiance en moi». Ouais. Déjà, le truc, que je dis tout le temps, c'est que tu as pas besoin d'avoir confiance en toi pour agir. En fait, la confiance en toi, elle va se construire par l'action. C'est-à-dire que la première fois que tu fais un truc que tu n'as jamais fait et que tu ne sais pas faire, bah, évidemment, tu as un peu peur, tu es un peu stressé, voire beaucoup, et tu as pas confiance en toi, en fait. Et ça paraît logique vu que tu l'as jamais fait. Donc comment tu pourrais savoir que ces capacités-là, tu peux compter dessus vu que tu l'as jamais éprouvé? Donc ça, c'est logique et du coup, pour moi, déjà, il y a un premier truc qui est de ne pas attendre d'avoir confiance en soi pour agir, heu, tout en, challengeant ça d'une façon raisonnable. Tu vois? J'ai un exemple qui me vient, où, il y a quelques années, on m'a proposé d'être intervenante à une conférence, d'experts WordPress et j'étais terrorisée, en fait. Il s'agissait de prendre la parole devant 500 personnes, que des experts WordPress, et j'étais terrorisée et j'avais absolument pas confiance en moi. Et c'est marrant parce que, tu vois, sur la partie prise de parole en public, moi, c'est jamais un problème pour moi là-dessus. Enfin, je veux dire, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans, c'est pas quelque chose qui me stresse. Par contre, sur la partie expertise WordPress, j'étais comme ça. Et j'ai trop challengé. C'est-à-dire j'ai pas voulu monter une marche, j'ai voulu monter, 7 marches en même temps et du coup, c'était catastrophique et j'étais, tu vois, j'avais pas le petit stress qui fait: «Ah ça me stresse mais j'y vais et puis je vais apprendre et puis ça va renforcer ma confiance en moi». Bah, là, comme j'ai voulu monter 7 marches d'un coup, ça n'a pas renforcé ma confiance en moi. Ça l'a, en fait, je sais même pas si c'est ma confiance ou mon estime, tu vois, en y pensant, parce que je crois que souvent il y a une grosse confusion entre les deux. Genre, je crois que j'ai pas confiance en moi, alors qu'en réalité, dans mes capacités, j'ai confiance, mais par contre, j'ai pas d'estime de moi. Tu vois, j'ai une image de je devrais y aller en étant sûre de moi et je suis pas sûre de moi, et donc du coup, je vais me servir de ça pour me taper dessus, mais en fait, ça, c'est plus un problème d'estime que de Ouais, confiance, finalement. complètement. Mm. Bah oui, ça vient très vite s'imbriquer. C'est pour ça que quand, tu as envie d'ouvrir le paquet, de l'estime ou de la confiance en introspection, c'est déjà vachement bien de séparer les 2 choses, même si on est d'accord que ça marche qu'en théorie de les séparer, pour commencer à faire la différence entre tes capacités sur faire et ta façon dont tu te perçois. Mais c'est sûr que ça s'imbrique, puis après, comment dire? La façon de réagir à certaines injonctions qui pourraient être encourageantes, va être complètement différente en fonction, en fait, de, ton estime. Ça veut dire que quand tu as une estime de soi plutôt basse, mais que tu as des grands idéaux que tu aimerais atteindre, ben, tu es perfectionniste, on verra ça plus tard, et donc, tu pourrais, il y a bien des chances que ce soit ton perfectionnisme qui t'ait poussé à essayer de faire, sauter plusieurs matchs à la fois, d'autant que tu t'es appuyé sur tes capacités de base de t'exprimer en public. Sauf qu'il y a eu tout d'un coup un gros enjeu de: «OK, si ça marche, cool, mais si je me viande, je vais Mm. finir par aller brûler en enfer parce que je serais une sous-merde et je n'aurais pas réussi à relever le défi que je me suis posé». Et il y a une étude en neurosciences qui est hyper intéressante, à propos des mantras, de formulation, de comment on dit? De pensées positives et cetera, tu vois? Donc les gens qui commencent leur journée, c'est le coaching très à l'américaine, tu sais, tu commences ta journée en disant, «Aujourd'hui, je réussis tout ce que j'entreprends» et cetera et cetera. Ils ont fait des études neurologiques sur 2 groupes tests. Des gens qui ont une estime de soi, correcte, ça veut dire, mmh, une image de qui ils sont et qui ils pensent être qui est relativement proche, voire, quelque chose de très ancré, et un groupe avec des déficiences d'estime de soi. Ceux
qui ont déjà en fait une estime de soi qui est à bloc, quand ils se répètent à eux-mêmes des phrases positives du genre je vais tout déchirer, je réussis tout ce que j'entreprends, je suis une pépite pour la société, j'en sais rien quoi, ben, il y a pas de problème, ils y croient déjà, du coup ça marche. Et ça, quand ils se répètent ça, ça fait monter leur niveau d'estime et ils se sentent encore plus confiants pour entreprendre. L'autre groupe, qui a une estime de soi pourrie, quand ils commencent à se répéter ce genre de trucs, eh ben, en fait, pour eux, c'est dissonant parce qu'en fait, ils y croient pas. Et comme ils y croient pas et qu'ils continuent de se le répéter, ça crée une déchirure à l'intérieur, si tu veux. Et en fait, tu mesures que après l'exercice de visualisation, mantra positif, etc., ben, en fait, ils ont une estime plus pourrie qu'avant. Mmh. C'est pour ça que la pensée positive, pour la majorité des gens, c'est plus contre-productif qu'autre chose, en fait. Oui, puis en fait, il y aurait toute une, juste pensée positive, ben, en fait, ton esprit, tu le feintes pas si facilement que ça, tu Mmh, vois? mmh, mmh. Si tu sais, que à chaque fois que tu as pris la parole en public, tu commences par bégayer les 15 premières minutes, essayer de te faire croire que ça va pas arriver, juste avec une formulation positive, ben, en fait, s'il suffisait de ça pour se reprogrammer, ça se saurait, tu vois? On aurait des résultats de fou. Mmh. Il suffirait de se rentrer d'une phrase et c'est bon, tu as effacé tout le reste. Mais sauf que ça vient comme une mise à jour et ce qui est douloureux, c'est quand c'est dissonant. Tu vois? Quand il y a un truc qui te dit quelque chose et l'autre qui te dit le contraire. Et c'est pour ça, notamment, que, quand tu es dans une phase dépressive ou que tu vis une dépression, c'est toujours accompagné, en fait, d'un processus de diminution de l'estime de soi. Ça s'explique, hein, au niveau de la chimie du cerveau, il y a vraiment des pertes de connexion, notamment là, au niveau de la sérotonine. Mais quand tu as quelqu'un de déprimé ou de dépressif, c'est pas la peine de lui parler avec un langage super positif en lui disant: «Mais moi, je sais ce que tu peux faire, j'ai confiance en toi, ça va aller, la vie ne peut que s'améliorer». Mais en fait, c'est dissonant pour lui et en fait, tu lui flingues le moral plus qu'autre chose quand tu lui parles Mmh. comme ça. Mmh mh. Et quelqu'un qui a une estime pourrie, en fait, quand, tu veux le valoriser, au lieu de faire quelque chose de genre, «Ah ouais, c'est génial ce que tu fais, bravo, c'est épatant», enfin, quelque chose d'hyper enthousiaste, tu as meilleur temps d'utiliser une formulation, en fait, par la négative du genre: «C'est pas trop merdique». Parce que ça, il peut y croire, Mmh. tu vois? Et du coup, bah, tu peux pas faire des sauts de marche et les sauts de marche, ils sont extrêmement dangereux avec l'estime Mmh. parce qu'en fait, le risque que tu prends, en fait, de louper la marche, c'est vraiment comme dans les escaliers, hein. Tu sautes une marche, si tu te viandes, ça fait pas trop mal. Tu en sautes 7, si tu te viandes, tu vas prendre cher. Mmh. Mais c'est ça parce que tu sais, après cette expérience qui, au passage, s'est bien passée en plus, hem, ça m'a pas ruiné ma confiance en moi au sens où, j'ai ça m'a pas traumatisée, genre je peux reprendre la parole devant une assemblée, il y a pas de problème en fait. Par contre, mon estime de moi après ça, elle était catastrophique. C'est-à-dire que bah, j'avais envie, qu'on parle du syndrome, de l'imposteur, du coup, en lien avec ça, parce que, quand on m'a dit: «Bah, alors, ça s'est bien passé, tu vois, tu t'es inquiétée pour rien» et cetera. Moi, vraiment, au fond de moi, je disais: «Mais ça s'est bien passé sur un malentendu, en fait». Enfin, je c'est vraiment le truc, Mmh. et puis, bah, ça, toutes les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, le connaissent, ce truc. Genre, il y a que des preuves, concrètes de, je réussis ce que je fais, en tout cas dans tel ou tel domaine, genre je suis compétent, il y a 15 000 preuves de voilà. Mais malgré tout, je n'y crois pas et je reste convaincue que si, ça a marché, c'est sur un malentendu, c'est parce que les gens se sont pas vraiment rendus compte de qui j'étais vraiment au fond, blablabla. Mais ça, c'est un problème d'estime de soi, en fait, parce que la confiance dans les capacités, elle est là. Enfin, elle est éprouvée, physiquement, mais c'est une histoire qui continue de se raconter entre, bah, moi, je sais qui je suis vraiment et ça matche pas qui j'ai envie d'être, mais juste les gens, s'en sont pas rendus compte et croient que je suis qui j'ai envie d'être. Enfin, il y a une espèce de truc comme ça qui se monte, quoi.
Bah, oui et comment dire? C'est d'autant plus vrai que notre société, elle a construit beaucoup de choses sur ce que tu as l'air d'être, en évaluant ton avoir, par exemple, tu vois? Ou ton Mmh. apparence et on a ce raccourci complètement, débile qui est de: «Ah bah, si cette personne, elle est belle, en bonne santé et qu'elle est riche, bah, forcément, en fait, elle est heureuse», tu vois? Et du coup, quand tu as l'air de t'en sortir, ben, les gens peuvent pas comprendre que ton vécu intérieur, il est différent. Mmh, mmh, mmh. Et quand tu as une estime de soi, basse, ben, tu as forcément des stratégies d'auto-sabotage. Tu peux pas juste avoir une estime de toi pourrie, et te parler intérieurement correctement, avec bienveillance, ne pas avoir, de système de sabotage, d'autodestruction et cetera. Mmh. Donc en fait, l'estime de soi basse, c'est une des portes ouvertes ou c'est un moyen d'aller objectiver aussi tous les endroits où tu te tires tout seul dans les pattes, qui peuvent aller très, très loin. Donc l'auto-sabotage, l'autodévalorisation, et puis ça peut aller jusqu'à des comportements, tu vois? Ça peut aller jusqu'à de l'automutilation et cetera. Enfin, si on pousse le truc très loin, ça peut aller vraiment, très loin et du coup, tu vois, c'est comme si tu avais ton petit ange d'épaule qui est, ton toi idéal, hein. Ton toi idéal, il dit: «OK, je vais prendre la parole devant 500 personnes, des experts, WordPress et si je fais une bonne prestation, bah, j'aurais eu le droit, j'aurais mérité d'être là et si j'y arrive pas, ben, en fait, je serai illégitime». En gros, c'est ça le deal qu'il te pose, tu vois? Mais il te le deal pas en disant: «Tiens, signe ici en bas et lis tous les alinéas». Si tu t'es même pas rendu compte Ouais. que ton petit ange d'épaule avec ton toi idéal, il a posé ça comme contrat Mmh. et en posant ça comme contrat, il te dit quoi? Il te dit: «Ouais, bah, vas-y, saute, les 7 marches d'un coup et sinon on va brûler en enfer». Mmh. Voilà et la partie de toi, en fait, qui est, comment dire? Heu, la façon dont tu te perçois. À partir du moment où tu rates quelque chose, où ça se pose pas comme tu veux au niveau d'estime, il y a toutes les stratégies d'auto-sabotage qui, on pourrait dire, sont les petits démons d'épaule, alors c'est une caricature, hein, mais qui arrivent et qui te pointent, tu vois, tous les trucs où tu as merdé. Non, mais regarde, en fait, ce chapitre-là, tu avais prévu de le dire et en fait, tu l'as carrément zappé parce que tu étais tellement speed que tu as pas dit ce paragraphe. Ou alors, à ce moment-là, tu as bégayé. Ou alors là, c'était imprécis. Et comment tu as pu avancer ça alors qu'en fait, en vrai, tu as peut-être fait juste, allez, 30 minutes de recherche sur internet pour dire le truc que tu as dit, tu vois? Il vient te montrer tous les endroits où tu es pas cohérent avec toujours le même truc, avec ton idéal. Mmh. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de savoir, comment tu parce que bon, on va pas faire de mystère, on est 2 personnes avec, des des problèmes d'estime de soi, mais on se soigne. Comment Ouais. tu as travaillé sur ça, toi? Comment tu as amélioré ton estime de toi? Alors déjà, c'est, toujours en amélioration et j'ai des vieux, petits démons, d'épaule qui sont vraiment super trash, tu vois? C'est peut-être aussi le moment de reposer que moi, si aujourd'hui je suis accompagnante, c'est parce que j'ai été, ceinture noire, d'histoire de merde, tu vois? Mmh. Et notamment mon histoire intérieure, pas seulement ce qui m'est arrivé dans la vie, mais aussi juste, l'estime de soi, tu vois? Mmh. Et j'ai eu une succession en fait aussi, après c'est complètement, normal et ça parlera peut-être à certaines personnes qui écoutent la vidéo, mais quand tu te traites mal et que tu penses que tu es une mauvaise personne ou que tu es pas assez bien ou que tu devrais fournir plus, bah, tu déploies énormément d'efforts, mais surtout, quand on te fait un retour cool, tu y crois pas et du coup, tu laisses rentrer c'est des cercles vicieux, tu vois? Tu laisses rentrer dans ta vie des gens qui sont prêts à te maltraiter à quelque part, Mmh. tu vois? Et toi, bah, tu te traites déjà tellement mal que tu vois même pas, en fait, que c'est une forme de maltraitance, tu vois? Donc sans entrer dans les détails, comment j'ai fait? Beh, il a fallu que
que je m'auto-emmène dans des enfers qui se sont matérialisés dans ma vie, tu vois, avec des relations vraiment pourries de couple, avec des situations où je suis partie dans des tripes de perfection au travail, tu vois, et il a fallu que je me prenne 50 000 fois le mur de perfectionniste, idéaux, ton truc c'est pas réalisable en fait, ça existe qu'en théorie dans un monde absolu, tu vois. Genre, tu vas pas pouvoir être la Vierge Marie et sauver la terre entière ou le Christ ou je sais pas quoi. Tu vois, en plus, ça c'est des constructions de héros, hein, mine de rien. Et de souffrir en fait de mes stratégies de sabotage, Mmh. vraiment. Et il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et c'est quelque chose qui m'a profondément énervée quand j'étais plus jeune, c'est que quand je cherchais de l'aide sur ce sujet, ben, je trouvais des gens qui pouvaient me théoriser le sujet, mais il y avait personne qui avait des pistes, pratiques, tu vois? Et du coup, je me suis orientée, c'est un moment où je me suis orientée plus sur des trucs à l'américaine, sur la PNL, sur, l'analyse transactionnelle, des choses comme ça. Ça m'a donné des pistes, mais ça n'a pas fait des résultats, de fou, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, en fait, je vois que l'endroit où je peux faire bouger le plus de choses, bah, finalement, c'est revisiter qui j'ai envie d'être et arrêter de faire un truc, façon, conte de fées, tu vois? Mmh. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et comme ça pour toujours à l'infini jusqu'à qu'ils meurent et qu'ils aillent au paradis et de remettre un peu de nuance et un truc un peu plus vivant, tu vois? S'autoriser, l'échec, s'autoriser, d'avoir des hauts et des bas, s'autoriser qu'on ne peut pas être parfait sur tous les plans, qu'on ne peut pas être partout. Enfin, tu vois, c'est redescendre l'idéal quoi, en gros, Mmh. hein, et revenir dans un truc super humain. Mmh. Donc c'est un processus, long à quelque part et puis observer en fait comment je me parle intérieurement. Parce que c'est sûr, je des fois, tu vois, en plus des fois, même les gosses, ils me le font remarquer, tu vois? Ils me font: «Dis donc, maman, tu t'as pas déjà dit 3 fois: "Excuse-moi" pour ce truc?» Et je suis là: «Ah merde!» j'ai en grillé, Mmh. tu vois? Non, mais Mmh. pour te dire le niveau, je peux m'excuser face à un meuble quand je tape dedans, tu vois? Je peux dire: «Pardon» au meuble, tu vois? Donc ouais, je suis ceinture noire d'estime toute pourrie et et c'est vachement important pour moi, en fait, de pouvoir communiquer qu'on peut ressortir de ça, tu vois? Mmh. Enfin ressortir, je sais pas si je sais j'ai pas prévu d'en sortir. Ça fait partie de ma descente d'idéal, c'est j'ai pas prévu d'avoir une estime en béton. Mmh. Tu vois? J'ai lâché l'affaire. Oui, c'est pas, genre, je serai une personne accomplie quand j'aurai une estime de moi béton, Ouais, c'est, je suis pas obligée de vraiment. pourrir ma vie, avec, une estime de soi faible, en fait. Enfin, je le vois plutôt dans ce sens-là, il y a moins de pression, vu comme ça, quoi. C'est ça et en fait, hem, ce qui m'a vachement aidée, c'est de me rendre compte, en fait, toutes les choses extrêmement positives que ça a apporté à ma vie, en fait, d'avoir une estime de soi, faible. C'est qu'en fait, j'accorde énormément alors bien sûr, c'est toujours à double tranchant, hein, mais j'accorde énormément, d'importance à la vie des autres. Je pars jamais du principe, en fait, que, j'ai plus raison que les autres ou je sais plus sur un sujet. Je suis toujours ouverte à entendre le point de vue de l'autre. Alors évidemment, il y a un moment où il faut mettre de la balance et décider que nous, on pense ça et si l'autre est pas d'accord, c'est pas grave, tu vois? Mais, globalement, ça m'a mis dans une position, hem, comment dire? De possibilité, en fait, d'écoute face à l'autre. Moyennant que je mette pas du perfectionnisme trop fort. Sinon, c'est pourri et ça m'a ouvert à l'empathie, hein, clairement. Ça, c'est clairement. En fait, quand on chie de sentir que qui tu es, c'est pas assez bien, ben, de base, ça ouvre à de l'empathie, tu vois? Mmh. Et ça existe, mais c'est rare des gens qui ont une construction d'estime qui est saine, parce qu'ils ont eu la chance de croiser les bonnes personnes dans leur vie, d'avoir des choses qui n'ont pas, fait des défonçages dans leur estime et qui ont une ouverture aux autres, qui sont pas autocentrés et cetera. Ça existe, mais c'est rare. Mmh. Globalement, les gens attentifs, empathiques,
ont une tendance à craindre d'être la mauvaise personne et paradoxalement, ont un idéal hyper haut de quand je serai, égale de Dieu, ça ira mieux, tu vois? De Jésus Mmh. ou d'un super-héros. OK. Hem, moi qu'est-ce qui en fait, je me rends compte en t'écoutant que, pareil, je prétends pas du tout être sortie des problèmes d'estime de soi et je suis pas sûre que ce soit un but dans ma vie non plus. Mais en tout cas, ce qui a rendu ça moins violent, c'est à la fois de travailler sur, la reconnaissance de qui je suis vraiment. Sans négocier sur, «Ah bah, il faudrait que je sois plus ci ou ça», mais juste d'avoir une image la plus réaliste possible de qui je suis vraiment, et en parallèle travailler à relâcher les idéaux sur qui je devrais être. Mmh. Et bah, le premier comment ça s'est fait? Bah, c'était alors il y a des outils qui m'ont aidée, je pense notamment à un outil de connaissance de soi qui s'appelle la méta, qui m'a amenée à mettre vachement de reconnaissance, sans commentaire, sur qui je suis. C'est-à-dire, ben, moi, par exemple, c'est plus simple pour moi, d'être, un peu en retrait quand je rencontre quelqu'un que d'être, tout de suite, dans: «Ah salut, ça va? Installe-toi là, est-ce que tu es bien?» machin. C'est beaucoup plus simple pour moi d'être, légèrement en retrait et d'observer. Ben, quand j'ai découvert ça, je l'ai vachement commenté intérieurement, genre: «Ah, c'est pas bien, il faut être chaleureux, tu pas une bonne personne si tu vas pas au-devant des autres et si tu leur demandes pas s'ils ont un verre d'eau et s'ils ont pas chaud ni froid et nanani et nanana». Et puis à un moment, stop quoi, genre, en fait, c'est juste, pas comme ça que je fonctionne et donc soit je continue de me flageller en me disant que je devrais fonctionner autrement, soit juste j'accepte comment je fonctionne, point. Et en faisant ça, bah, je peux voir ce qu'il y a enfin la beauté de ça aussi, quoi. Et je peux voir le calme et le bien-être pour moi. C'est-à-dire que quand je ne me force pas à faire ça, quand je ne me force pas à aller au-devant des gens pour leur demander s'ils se sentent bien, si je peux les aider, nanani et nanana, ben, je suis vachement plus disponible, en fait. C'est paradoxal, hein, mais comme je suis dans un espace qui est calme pour moi, ben, je suis hyper réceptive et donc s'il y a quelque chose que je vois où je peux sincèrement apporter mon aide, où je peux sincèrement aider, où je peux sincèrement écouter, être disponible, enfin, juste être là d'une façon ou d'une autre, bah, c'est beaucoup plus reposant pour moi, c'est beaucoup plus, calme, ça m'apporte plus de bien-être et en fait, ça nourrit mon estime de moi. De respecter mon fonctionnement plutôt que de décréter qu'il n'est pas bien comme il est et d'essayer d'aller à son encontre pour me corriger, pour être une personne meilleure, bah, ouais, ça, c'est la cata. Donc de mettre de la reconnaissance sur qui tu es et entre guillemets «sans commentaire», tu vois? Genre: «Ah ben moi je suis quelqu'un de je sais pas, je réagis rapidement ou je réagis plutôt lentement». En plus, c'est des tendances parce qu'en fait, tu es les 2 à la fois, mais bon, c'est plutôt des tendances quoi, tu te places sur un continuum, on va dire. Mais moi, par exemple, je réagis assez rapidement. Bon, bah, c'est tout en fait. C'est pas bien, c'est pas mieux ou moins bien que de réagir plus lentement, c'est juste c'est, point. Et Mmh. donc à partir du moment où ça c'est accepté et que tu peux te foutre la paix avec ça, bah, c'est vachement plus calme et ah, il y a Lily qui vient participer. Ah! Elle embêtait d'être Coucou là, voilà, Lily. dis bonjour. Bonjour petite truffe de Lily. Donc ouais, à partir du moment déjà où tu te fous la paix sur, comment tu fonctionnes, tout en comment dire? Sans rigidifier ça. Après tout, peut-être qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui vont évoluer demain, juste sans le rigidifier, sans t'accrocher à ça, genre: «Ah je suis ça et c'est tout» et tu vois? Mais déjà te foutre la paix sur comment tu es, point, c'est pas mal et ensuite, pour, baisser, les standards de comment je devrais être ou comment devraient être les autres, hein, parce que c'est l'autre face de la pièce. Hem, moi, j'ai été accompagnée par un couple, super, qui s'appelle Michael et Della. C'est des Belges, enfin Belges et Québécois et notamment, je me souviens d'un moment dans l'accompagnement qui était incroyable où, on devait raconter, on était en binôme et on devait raconter à l'autre un épisode de notre vie où on a fait quelque chose qui nous faisait, nous sentir une mauvaise personne.
genre vraiment un truc où on a été à l'encontre je sais pas, de ce qu'on pense être bien, tu vois, et raconter ça à la personne en face de nous, vraiment, et juste rester présent à ce que ça nous fait vivre à l'intérieur. Et donc, j'ai raconté un épisode, franchement, j'ai même pas envie de le raconter ici, tellement j'ai encore un peu honte de ça. Un truc où vraiment, genre, je me suis dit, mais t'es une personne horrible, tu vois. Et j'ai raconté ça. Et en racontant, je me suis liquéfiée de honte. Enfin, vraiment, je savais plus où me mettre. Je me disais, mais la personne va raccrocher le Zoom, c'est pas possible. Elle va plus vouloir me parler. Elle va se dire que je suis quelqu'un d'horrible et tout. Et je suis juste restée présente à toutes ces pensées qui montaient et toute cette honte. Il y avait tout un tas d'émotions très désagréables collées les unes aux autres. Et en fait, j'ai comme laissé passer un nuage à travers moi. Et en fait, j'étais toujours là après. Ouais. J'étais toujours là et la personne, elle me disait, bah ouais, ok, c'est pas cool ce que t'as fait, mais bon, enfin, comme tout le monde, on fait tous des trucs pas cool à un moment ou à un autre et c'est tout, quoi. Et le fait de laisser passer cette émotion plutôt que de mettre beaucoup d'énergie à la faire taire, Mm. non, je veux pas ressentir ça, je vais plutôt partir dans autre chose pour pas ressentir cette honte que j'ai d'avoir fait ça. Bah, en fait, paradoxalement, ça m'a donné beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour m'accueillir quand je fais des trucs qui correspondent pas à ce que j'ai envie d'être, en fait, tu vois. Quand j'ai une image de moi qui n'est pas celle que j'ai envie d'atteindre, bah, juste je laisse passer et c'est OK, bah, je suis humaine, en fait. Et j'ai toujours ce truc de viser la perfection et d'estimer que je serai digne d'être aimée quand je serai ouais, la Vierge Marie mélangée à je sais pas qui, Wonder Woman. Mais, mais en fait, j'observe que le pire juge de la Terre, c'est moi, tu vois. Et les gens autour de moi, ils me jugent pas du tout aussi durement que les. Moi, je l'appelle. Toi, tu as ton démon d'épaule. Moi, j'ai un harceleur interne. Et en fait, il y a aucune voix qui est aussi dure que celle du harceleur interne. Mm. Aucune. J'en ai jamais rencontré aucune. Il n'y a rien de ce qu'on a pu me dire à l'extérieur qui était aussi dur que ce que je peux, moi, me dire. Et du coup, une fois que j'apprends à laisser ce CD-là tourner Ouais. dans un coin de ma tête, parce que je peux pas l'empêcher de tourner, en fait. Quand ça se déclenche, quand le tribunal il démarre, bon, bah, il démarre, tu vois, genre, obligé de le laisser tourner. Mais en fait, j'ai appris à juste, ah, ok, toi, t'es là. Mm. T'es là, le tribunal interne, tu vas te lâcher, ok, bah, vas-y, code. Et il y a des moments, je suis un peu en mode, vraiment, genre, je sens que je suis vraiment, genre, cause toujours, tu m'intéresses, tu vois. Il y a un truc Oui, qui arrive, il y a des fois, c'est pas possible de se décoller, bien et je sûr. crois à ce que ce tribunal me raconte. Mais aussi, à force de pratiquer cet accueil-là et de laisser passer le nuage émotionnel, bah, je vois qu'il y a des moments où je suis en mode, ouais, ok, bah, cause toujours, c'est bon. C'est clair. C'est clair. Et tu peux rajouter aussi de la résistance. C'est un truc qui m'a beaucoup surpris dans une période. J'ai fait beaucoup de retraites en silence, de méditation. Et de faire cet effet de dézoomage. Alors, le tribunal se déclenche. En vrai, il y a constamment un tribunal en cours, si on écoute bien. En tout cas, il y en a souvent. Et quand c'est pas sur nous, c'est les voisins, la couleur du ciel, l'assemblage, le choix vestimentaire de la voisine, etc. Il y a toujours un tribunal en cours à quelque part. Tu vois, c'est un jeu d'évaluation qui devient très vite du jugement. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu commences à dézoomer, tu te rends compte que, enfin moi, c'est l'image que j'avais en méditation, c'est de me dire, mais en fait, il n'y a pas seulement une seule piste, il y a plusieurs pistes. Tu vois, il y a la deuxième piste qui va commenter le commentaire d'avant-plan. Et puis après, tu vois, donc du coup, le tribunal commence. Et là, je me dis, merde, ça y est, je suis en train de me juger, c'est vachement sévère. Puis tu vas dire, non, mais en fait, tu es en train de juger le fait que tu te juges. Ça, tu vois. Et du coup, il y a une autre petite voix qui commence à faire son petit commentaire à elle, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir une grosse tablée de potes ou un débat politique dans la tête, tu vois, où tu te dis, waouh. Et ce truc dont tu parles d'accueil, de juste dézoomer ou défocaliser de ça, bon, moi, je trouve que c'est vachement intéressant de revenir bêtement dans les sensations du corps et pas dans le mental, tu vois.
Moi, ça m'aide beaucoup parce que sinon je décolle très vite dans le mental. J'ai une tendance à rester perchée là-dedans, naturellement. Revenir en fait dans les sensations en fait et en fait, ouais, comme tu dis, tu as, le truc qui traverse et une fois qu'il est passé, bah, tu pas mouru, tu vois? Tu es tout le temps là, tout va bien et Mmh. c'est ouais, c'est super intéressant, ce que tu dis, là-dessus parce que finalement, c'est quelque chose qu'on t'apprend pas. En tout cas pas culturellement, pas dans l'éducation non plus, en tout cas pas de façon lambda, à regarder comment tu te parles en dedans, déjà ça, tu vois? Et observer que en fait, tu peux, laisser parler, tu vois? C'est comme, quand j'allume la télé, je capte, ce qui se passe sur la chaîne et je peux regarder la chaîne, mais je peux aussi prendre la télécommande et éteindre le truc et pourtant, la télévision, elle diffuse quand même sa chaîne, tu vois? Il y a pas de problème et je peux choisir, je peux zapper, je peux regarder le film d'horreur et me faire super flipper en mettant mon focus sur les trucs horribles et je peux regarder un truc de divertissement, complètement léger ou je peux l'éteindre et aller me promener, tu vois? Et il y a vraiment ce fonctionnement-là et ce que tu disais me donne envie de rebondir sur, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, il y a quelques années. C'est assez frais, hein, finalement. J'ai dû commencer à faire ça il y a 5 ou 6 ans. De d'arrêter, en fait, de mettre du «il faut» dans ma tête, notamment sur les choses que je dois faire ou pas faire ou les comportements et cetera, les caractéristiques que j'ai, les qualités, les défauts et cetera et de mettre du «je choisis» à la place. Mmh. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mets du «il faut», c'est pas moi qui ai décidé ça, en fait. Ça vient d'ailleurs, ça vient d'une morale sociétale, ça vient d'une attente, parentale, ça vient d'une exigence professionnelle et du coup, quand tu te dis, «Il faut que je me dépêche», genre un classique que tout le monde a au moins une fois ou 2 dans sa vie ou dans sa semaine, tu vois? «Il faut que je me dépêche», OK, en fait, c'est quoi ton choix derrière? OK, Mmh. je choisis d'être ponctuelle. Pourquoi je choisis d'être ponctuelle? Parce que c'est un engagement que je fais face à l'autre, parce que moi j'apprécie la ponctualité et du coup je l'offre à l'autre, c'est une question de cohérence. OK, d'accord. Et ça change la donne de il faut que je me dépêche, je choisis d'être ponctuelle. Ouais, Et ça, de c'est un exercice super cool à faire, c'est de te traquer dans ta tête mmh. et à chaque fois que tu vois Mmh. un il faut, de le remettre en cause, en mode il faut quoi en fait? OK, Mmh. et tu choisis quoi? Ouais. Ah mais c'est hyper puissant. Moi, je le fais avec, mes clients, aussi, quand j'entends des «il faut», je les fais remarquer et je demande: «Bah, il faut» ou «tu choisis?» Mmh. Ça fait bugger souvent et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, la personne se rend compte qu'elle dit tout le temps «il faut» en fait, «il faut» et «je dois» aussi, c'est la variante, c'est Ouais, pareil et bah, pour moi, c'est un indice, hein. Quand j'entends des «il faut» et des «je dois», c'est qu'on est en présence, d'une blessure d'imperfection, en fait. Enfin, c'est qu'il y a du perfectionnisme qui traîne, parce que c'est vachement sur des idéaux ou des absolus, Heu, sinon tu parles pas comme ça, en fait et c'est hyper puissant je trouve qu'il y a ce truc de tu vois, de sortir aussi d'une posture de victime, de «il faut», «je dois», c'est l'extérieur qui m'impose des trucs. ouais, «Je choisis d'eux», c'est de rapatrier le pouvoir à l'intérieur et de prendre tes décisions toi et oui ça aussi, ça nourrit l'estime, hein. et c'est ça et la responsabilité. Et du coup, tu retrouves fréquemment ce package, ce profil, et j'ai été un Calimero, tu vois, de 1er, niveau pendant très longtemps, où c'était toujours la faute des autres, il y avait que du «il faut» et puis ce genre de choses. Mais surtout, en fait, quand tu te déresponsabilises et que tu charges les autres, en fait, des problématiques que tu as, eh ben, en fait, tu te déresponsabilises de tout, du bon et du moins bon, tu vois? Et il y a un moment, quand tu veux reprendre pouvoir sur les trucs cool qui t'arrivent dans ta vie, ben, en fait, c'est un pack. Tu peux pas dire: «Ah ouais, vas-y, donne-moi la responsabilité des trucs cool et je vais continuer de charger l'extérieur pour les trucs pas cool».
Il y a un moment où ça marche pas, où tu es obligé de tout rapatrier en même temps, y compris les trucs de merde que tu as fait, que tu fais, que tu te dis, et cetera. Mmh. Et ça, c'est un endroit où, ça fait un peu mal, à l'ego. Il y a un moment où tu vois, tu y vas pas, de gaieté de cœur en sautillant Mmh. en général. Tu y Mmh. vas plutôt avec, une marge, un pied en avant, 2 en arrière et c'est extrêmement délicat. Surtout qu'en général, bah, quand tu es dans ce pack-là, bah, tu as le perfectionnisme qui va avec et toutes les parts de toi qui aimeraient bien être parfaites, vont tout faire en fait pour mettre du déni sur ce qui est, imparfait et donc te mettre des bâtons dans les roues dans ce process, hein, clairement. Bah oui, et c'est terrible parce que quand tu mets du déni sur ce qui est en toi et qui est imparfait, évidemment, c'est un mouvement de protection parce que c'est trop douloureux d'aller regarder les choses qui sont imparfaites en toi. Et en même temps, comme tous les mouvements de protection, paradoxalement, bah, c'est ça qui t'empêche d'accepter et de moins ou plus, de plus ou moins souffrir d'être imparfait, en fait. Tu vois, Complètement. c'est l'exemple que je racontais quand j'ai raconté mon épisode de «Je suis une horrible personne», sur le moment, mais j'avais envie de disparaître, c'était horrible. Enfin, j'avais des tonnes de honte qui se déversaient sur moi, mais derrière, il y a eu un tel soulagement de, bah, en fait, ouais, je j'ai pas mouru comme tu dis. Enfin, je suis Ouais. toujours là, toujours des gens qui me parlent, j'ai même plus de douceur, en fait, vis-à-vis de moi, de: «OK, bah, je peux me pardonner, je peux Ouais. m'accueillir et me pardonner dans ce que j'ai d'imparfait». Enfin, je sais même pas si pardonner, c'est le bon mot, parce que ça sous-entend que tu as fauté, bon, voilà. Oui. Mais, en tout cas, je peux m'accueillir dans mon imperfection et mettre de la douceur sur ça, et ça n'empêche que, je peux quand même tendre vers mieux, tendre vers quelque chose qui correspond plus à ce que j'ai envie d'être. C'est une histoire d'équilibre, en fait, de réussir à faire ça sans s'en servir pour se taper dessus, quoi. Et ça, c'est un équilibre subtil à trouver de comment je cherche, à m'améliorer. Bah, c'est un peu le sujet de cette chaîne, en fait, de toute façon, hein. Comment je cherche à évoluer, à aller vers ce que je veux, ce que j'ai envie d'être, sans que ça devienne une nouvelle façon créative, de me flageller et de nourrir mon perfectionnisme. Ouais, complètement et tu vois, quelque chose, qui aide beaucoup, c'est de sortir de la notion, de, qualité et défaut, parce qu'en fait, c'est hyper culturel, les histoires de qualité et de défaut, ça évolue dans le temps, ça évolue dans les cultures et en fait, on décrète, enfin je dis «on» parce qu'en fait il y a personne en particulier qui décrète, c'est un décret collectif et culturel. On décrète que tel comportement, en fait, c'est une qualité et que du coup, elle est à valoriser, encourager, et cetera et que tel autre, comportement, en fait, est un défaut et que du coup, il faut, le corriger, le redresser, et cetera et alors, il y a cet exemple dont on parlait tout à l'heure sur la curiosité où, il y a, 100 ans, 80 ans, la curiosité, c'était vraiment un vilain, défaut. Il y avait cette idée, en fait, de fouiner, d'aller regarder des choses qui sont pas, qu'on n'est pas censé savoir et cetera. Aujourd'hui, notre monde et notamment avec les réseaux sociaux, il y a un truc d'élan, d'interconnexion, de transparence qui peuvent aller jusqu'à une forme d'exhibitionnisme. Après, c'est du jugement de valeur, peu importe comment on le met, mais en tout cas, la vie intérieure, extérieure des gens est beaucoup plus visible qu'il y a 100 ans, ça c'est une certitude. Mais on a aussi une mouvance sur l'innovation, la créativité qui est hyper forte. Et aujourd'hui, avec cette mouvance de créativité et d'innovation, être curieux, c'est plus du tout un vilain défaut en fait. Aujourd'hui, si tu veux aller bosser à la Silicon Valley et que tu es pas un minimum curieux, c'est mort, tu vois? Tu peux pas être innovant sans ce truc-là. Donc c'est toujours à double tranchant et en fait, c'est la morale culturelle qui tranche de si ce truc-là, il est, favorable ou pas à cet instant T. Sauf qu'en réalité, moi j'appelle ça des caractéristiques et ces caractéristiques et ben, en fait, elles sont des fois intéressantes dans certains contextes et elles peuvent servir dans certains contextes et dans d'autres contextes, ben, en fait, ça te dessert, tu vois? Mmh. Et notamment la curiosité, ben, c'est sûr que c'est extrêmement utile
si tu veux être créatif, si tu veux être innovant, d'être curieux. Si ta curiosité, en fait, elle est au service de qu'est-ce que font mes voisins de l'étage du dessous et que tu commences à muter comment on appelle ça? Euh, les gens qui s'occupent des immeubles, j'ai le mot sur la langue. Un syndic? Non, non, les concierges. Tu Ah oui. mutes en concierge, tu vois? Et ta curiosité, elle est au service de savoir des choses que tu es pas censé savoir, ben, c'est peut-être pas super intéressant et en même temps, si tu fais du renseignement pour ton pays et que tu as besoin, en fait, pour la protection de ton pays, de savoir des choses que tu es pas censé savoir, alors c'est quoi? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Mmh. Ça, c'est une question de contexte, en fait Mmh. et Bah, ouais, vas-y. ouais, et du coup, cette histoire de qualité et défaut, ben moi, je trouve que c'est vachement intéressant, en fait, de lister ce que tu crois être tes caractéristiques, tu vois, et tu les connais parce que c'est culturel, on utilise ce vocabulaire de qualité et de défaut, mais de te rendre compte que derrière tes qualités, ben, il y a des inconvénients et des avantages, et que derrière tes défauts, il y a des inconvénients et des avantages, et que c'est hyper contextuel. Mmh. Tu vois, je te donne un dernier exemple, j'aime bien celui-là. La domination, dominer les autres. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Tu vois? Grande question. Moi, j'ai le vertige. Si on va marcher près de chez toi, dans des grandes montagnes où il y a des falaises, moi, je peux faire une crise de panique. J'ai déjà fait des crises de panique face au vertige. Je tétanise, je flippe et ça devient dangereux. Je peux faire des trucs dangereux par panique. Si tu me domines, à ce moment-là, psychiquement, par la parole, par, ton charisme ou même physiquement, par la force, bah, potentiellement tu me sauves la vie, tu vois? Parce que moi, dans une crise de panique, je peux faire nawak et par contre, si, quand, on est, en train de discuter entre potes et ben, en fait, moi, j'essaye de prendre l'ascendant sur la discussion et de dominer, les échanges, bah, du coup, c'est plus tout à fait la même chose, tu vois? Mmh. Et du coup, en fait, bah, c'est quoi? C'est qu'en fait, dominer les autres, c'est une compétence de survie et c'est super intéressant quand il faut survivre. Si tu dois sauver tes fesses parce qu'il y a un gros méchant qui te court après, c'est bien d'avoir des compétences de domination. Mmh. Si tu as envie de relationner, avec des gens, d'une place paisible, en fait, tu as pas besoin de tes compétences de survie, pour ça, quoi. Mmh. Et de montrer aux gens en fait que, qualité et défaut, ben, en fait, c'est des vues d'esprit qui sont déjà teintées d'un jugement, d'une morale qui vient de l'extérieur. Et Mmh. si tu laisses entrer cette morale extérieure, et ben, en fait, tu laisses rentrer aussi le point de vue des autres, tu vois, quelque part. Enfin bon, là, je dérive. Bah, je propose qu'on termine là-dessus parce que du coup, la prochaine vidéo, elle va être en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. On va parler du perfectionnisme la semaine prochaine et ça sera un peu la suite de cet échange en fait sur la confiance en soi et l'estime de soi. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a des questions sur ce qu'on a dit par rapport à la Ouais. confiance en soi, à l'estime de soi, bah, posez-les dans les commentaires. On sera ravis d'y répondre. Et puis, si on voit qu'il y a matière à faire une autre vidéo là-dessus, bah, on le fera. Et puis, ouais, on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le perfectionnisme. Carrément. Salut! Salut!